bonjour à tous. Aux quelques-uns d'entre vous qui ont fait le déplacement, en tout cas ce matin, pour cette session d'information sur la mobilité électrique. Donc, moi, en tout cas, je suis Kevin Boré, je représente l'Aver West. Je suis chargé de mission dans cette association qui promeut la mobilité électrique sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, on a été créé en 2018 à l'initiative des deux régions, Pays de la Loire, Bretagne et d'autres entreprises du type Enedis, notamment aussi des syndicats d'énergie qui ont été à la création aussi de cette association. Et on a vraiment un rôle d'information tant au niveau des entreprises que sur d'autres cibles. On a aujourd'hui une quarantaine d'adhérents, donc des entreprises privées, des métropoles, d'entreprises publiques aussi. On a le SDIS 44, même les pompiers qui sont devenus adhérents, parce que les pompiers aussi commencent à réfléchir à l'électrification de leur flotte et au verdissement. Et on accompagne en tout cas ces entreprises dans cette démarche. On déploie aussi le programme Advenir Formation, qui est un programme de sensibilisation et d'information pour répondre aux déficits d'information auxquels se heurtent les acteurs de la transition écologique. Donc on intervient sur 3 cibles qui sont le grand public, les étudiants, les collectivités locales et les professionnels de l'immobilier, parce que vous savez aussi qu'il y a un vrai enjeu d'électrification des places de parking en logement collectif. Donc voilà, c'est un programme qui est soutenu par l'ADEME, par le ministère de la Transition écologique, et qui est déployé sur la France entière, puisqu'il y a un réseau de 12 associations régionales sur tout le territoire. On a des sessions de formation en ligne, du coup sur ces cibles-là, avec le programme Advenir Formation. Aujourd'hui, on va avoir un contenu un peu hybride, plutôt destiné tant aux entreprises qu'aux collectivités. Donc, sur cette première partie, rappeler rapidement les avantages, les bénéfices de la mobilité électrique pour les collectivités et leurs habitants. Tout d'abord, effectivement, réduction de bruit. Bon, ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et c'est aussi d'abord aussi une mesure sanitaire, parce que pour améliorer la qualité de l'air dans nos villes et sur notre territoire, parce qu'effectivement, les polluants atmosphériques ont des conséquences sur notre santé, sur les cultures, sur les écosystèmes, sur le bâti. Et on estime qu'il y a à peu près 48 000 décès prématurés par an qui sont causés par ces émissions de gaz à effet de serre et par la pollution de l'air. Donc la voiture électrique, d'abord, c'est une solution pour lutter contre la pollution de l'air, aussi pour améliorer aussi la température dans nos villes. Vous voyez que chaque été, maintenant, on est en train aussi de revitaliser, reverdir nos villes pour qu'il fasse moins chaud. Et effectivement, avoir des véhicules qui n'ont pas d'émissions de gaz, ça participe effectivement aussi à un meilleur bien-être dans nos villes. Parce que comme vous le savez, peut-être le transport en France représente 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Et sur ces 1/3, la voiture particulière, plus de 53%. Les poids lourds, 25%, les véhicules utilitaires, 15%. Donc effectivement, il y a un vrai levier d'action sur ce transport. Et pourquoi on agit sur le transport? C'est parce que c'est aussi l'un des secteurs où on peut transformer rapidement, où on a déjà des solutions pour améliorer en tout cas notre bilan carbone. Et effectivement, le véhicule électrique, au niveau de son bilan CO2, on estime que sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, par rapport à un thermique, on va être environ 5 fois inférieur, malgré effectivement que lors de la fabrication du véhicule et notamment des batteries, avec, vous savez, l'extraction de certains métaux qui ont un impact plus grand, lors de l'utilisation du véhicule, on va pouvoir compenser cette différence, puisqu'il n'y a effectivement pas de rejet de gaz. Sachant, pour petit quiz sur les batteries, vous savez qu'on est en pleine évolution. On est en train aujourd'hui de parler de batteries solides, de batteries au sodium, de batteries 100% recyclables. Aujourd'hui, juste sur les batteries, déjà l'Europe oblige tous les fabricants à ce que les batteries soient au moins à 50% de leur masse recyclable. Aujourd'hui, en moyenne, on sait qu'on est capable de recycler entre 80 et 90% de la batterie, soit on va extraire les métaux et réutiliser les métaux sur d'autres usages, soit aussi on va réaffecter aussi les batteries, puisque les batteries de véhicules électriques usagés peuvent aussi servir pour faire du stockage d'énergie, notamment dans le couplage avec les énergies photovoltaïques. On a aujourd'hui beaucoup de choses qui se font sur l'usage de batteries usagées pour stocker l'énergie des panneaux photovoltaïques sur les parkings notamment. Aujourd'hui, donc effectivement, d'ici 2030, on estime qu'il y aura environ 8 millions de véhicules électriques. Fin 2023, déjà, on est à plus d'1,5 million véhicules électrifiés. Donc il y a les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules full élec.
Au niveau aussi des différentes réglementations, au niveau européen, on a aujourd'hui des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment pour une facilitation de l'usage des bornes. Vous savez qu'aujourd'hui, on a quand même parfois un peu trop de cartes pour se recharger. On se bat un peu entre toutes les cartes de recharge. Là, à partir du 13 avril 2024, tous les nouveaux points de charge de plus de 50 kWh, donc on n'est plus sur de la recharge rapide, hein, on verra un peu la différence juste après, devront être équipés de TPE sans contact. Et effectivement aussi un meilleur affichage des prix de la recharge, parce que souvent on arrive en station et les prix ne sont pas correctement affichés. C'est plus au moment de payer ou à la fin de sa recharge qu'on arrive à savoir exactement combien va coûter notre recharge. Donc là aussi au niveau européen, il y a des choses qui sont mises en place pour qu'il y ait un peu comme sur les stations-service, hein, au final, les stations essence, un prix de la recharge. Il y a aussi effectivement des obligations relatives à l'équipement en véhicules de faible émission. Alors il y a des obligations pour les entreprises mais aussi pour les collectivités. Au niveau des collectivités, dès qu'elles gèrent un parc de plus de 20 véhicules automobiles, elles doivent respecter un certain quota de véhicules à faible émission. Donc là, depuis le 1er janvier 2021, au moins 30% des véhicules renouvelés de la flotte doivent être des véhicules à faible émission. Et à partir de janvier 2030, on sera à 70%. Sachant que sur les entreprises, il y a aussi ces obligations de verdissement. Là, on est sur des flottes plus importantes puisque c'est à partir de 100 véhicules que là, à partir de 2024, on va avoir un renouvellement obligatoire d'au moins 20% de la flotte sur les véhicules des entreprises privées. Il y a aussi effectivement de nouvelles obligations concernant l'équipement des parkings. Au 1er janvier 2025, tous les bâtiments non résidentiels, donc ça va être tous les immeubles à usage commercial, les bâtiments industriels, les entrepôts, les hôtels, les bâtiments scolaires notamment, qui comportent un parc de stationnement de plus de 20 places, devront disposer d'au moins un point de charge sur ces emplacements. Donc là, il y a un vrai enjeu, c'est aussi bon de le savoir, hein, parce que une des inquiétudes quand on roule en électrique, c'est où est-ce que je vais me charger. Là, déjà, aujourd'hui, le réseau public est quand même on est très bien maillé aujourd'hui, déjà de par le travail des syndicats d'énergie aussi pour un meilleur maillage du territoire avec l'implantation de bornes publiques, et aussi on a aujourd'hui pléthore d'acteurs privés, d'opérateurs privés qui sont à la recherche de foncier pour installer des bornes. Donc là, ne vous inquiétez pas, il y aura de quoi se charger. Il y a déjà de quoi se charger, mais à partir du 1er janvier 2025, il y aura encore plus de bornes. Et c'est le cas aussi pour tous les parkings gérés en délégation de service public. On a exactement les mêmes obligations à partir de janvier 2025. Concernant la recharge, aujourd'hui, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une borne de recharge. Sur une borne de recharge, il peut y avoir plusieurs points de charge, c'est-à-dire que plusieurs voitures peuvent se recharger sur la même borne avec une mutualisation de la puissance. Notamment, si vous allez avoir une borne en 22 kW, par exemple, avec 2 points de charge sur la borne, eh bien, chacun des véhicules se partagera équitablement une puissance de 11 kW pour pouvoir se recharger. Donc voilà, une borne, plusieurs points de charge, chose à retenir. Concernant aussi les définitions réglementaires des puissances de recharge, ce qu'on appelle la recharge normale, c'est de la recharge des bornes inférieures ou égales en puissance à 22 kW. Tout ce qui est recharge rapide ou haute puissance, on va être au-dessus de 22 kW, sachant qu'effectivement, il y a une différence à faire entre les bornes en courant alternatif et les bornes en courant continu. On le verra juste après. Mais voilà, au niveau des différentes technologies de recharge, on a aussi ce qu'on appelle les prises renforcées, notamment, peut-être que vous connaissez. Donc, ça ressemble à des prises domestiques, sauf qu'elles ont été conçues spécialement pour la recharge, donc pour supporter une délivrance d'énergie, d'électricité sur de longues périodes sans qu'il y ait des échauffements, parce que techniquement, se recharger sur une prise domestique, c'est possible, mais on le conseille, c'est pas conseillé. C'est pas du tout conseillé puisqu'on a pu effectivement observer parfois des échauffements, la prise qui commence à fondre, dans le pire des cas, des départs de feu. Donc la plus petite puissance de recharge, on va être à 3,7 kWh. Vous les trouvez assez facilement dans le commerce. Par contre, ça va nécessiter l'achat d'un câble différent, un câble spécial qui comporte un transformateur d'électricité. Et il faut faire attention sur ce câble-là parce que le câble qui vous est fourni avec le véhicule quand vous allez chez le concessionnaire, souvent il est limité parce que vous allez avoir soit des câbles à 10 ampères et soit des câbles à 16 ampères. Et ce qu'il vous donne, ça va être des câbles à 10 ampères, sachant que pour recharger à la puissance de 3,7 kW, il faut des câbles 16 ampères. Donc ça, généralement, il faut l'acheter
a posteriori, parce que les fabricants, les concessionnaires n'ont pas eu la bonne idée de se dire on va donner des câbles qui correspondent en tout cas à la puissance de recharge qu'on peut avoir sur ces prises-là. Donc là, c'est les prises domestiques. Ça, c'est un usage pour des recharges lentes, soit à domicile, soit sur le lieu de travail notamment. Là, concernant la prise type 2, donc ça c'est ce que vous pouvez voir sur toutes les bornes à partir de 7 kW, c'est on va dire le câble classique sur toutes les bornes en courant alternatif. Donc là c'est un standard européen. En Europe vous aurez effectivement toujours ce format de connecteur. Je vous invite à aller au stand D17, j'ai un petit modèle aussi de borne où on a le connecteur en type 2. Et puis là, sur les bornes rapides, ultra rapides, on est sur du combo 2, ce qui est le standard européen, pour de la recharge de 22 à 350 kW en courant continu. Et là, en fait, c'est toutes les bornes que vous voyez où le câble est directement attaché à la borne. Et on verra pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un véhicule électrique, il se recharge en courant continu. Et comme vous le savez, sur notre réseau d'électricité, on a du courant alternatif. Donc il y a la nécessité d'avoir une transformation de ce courant, de cette électricité, sur les bornes en courant alternatif. Cette transformation, ça va être le véhicule qui va le faire directement. Et souvent, le véhicule, selon les fabricants, il va avoir une limite à ce niveau-là. Donc ça aussi, c'est une information à bien prendre en compte lorsque vous allez choisir un véhicule, c'est de bien regarder les puissances admises en AC et en DC. Parce que souvent, on a des mauvaises surprises. Il y a pas mal de véhicules, par exemple, qui vont être limités à 11 kW. Si vous allez sur une borne en courant alternatif à 22 kW, vous ne pourrez charger dans tous les cas qu'à 11 kW. Et du coup, sur les bornes ultra rapides, c'est pour ça aussi que le câble est directement accroché à la borne et que les bornes sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus chères. C'est parce que cette transformation du courant, elle se fait directement dans la borne. Ce qui fait qu'on peut avoir du coup des puissances de recharge, pareil, beaucoup plus importantes. Mais là aussi, le véhicule, il est limité selon les fabricants. Et ça, c'est aussi une chose à savoir, parce que c'est pareil, vous allez aller sur une borne 250 kW. Aujourd'hui, en moyenne, les véhicules électriques, on va dire de moyenne gamme, en courant continu, ils vont prendre entre 80 et 150 kW. Après, ça va être vraiment sur les gros modèles, les modèles assez haut de gamme, les Tesla aussi, qui au final sont pas si chers sur le marché quand on compare en termes de puissance de recharge, qui vont prendre des recharges rapides. Donc ça, c'est quelque chose que le concessionnaire vous dit pas forcément quand vous achetez le véhicule, et c'est ce qui va aussi conditionner votre choix de borne, notamment, et sur quelle station vous allez plus ou moins vous arrêter. Donc là, effectivement, les solutions de recharge, elles sont adaptées à chaque besoin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est recharge lente, donc des solutions de recharge assez, on va dire, peu chères et assez accessibles, on va être sur tous les endroits où on a du temps pour se recharger. Parce que quand on a le temps de se recharger, on n'a pas besoin de mettre en place des bornes rapides. Et ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup d'entreprises n'ont pas été assez bien informées. Généralement, les installateurs vont pousser pour avoir des puissances de borne un peu plus élevées. Ils se font une meilleure marge dessus aussi, faut le dire. Et puis, aussi faire attention parce que vous allez être souvent coincé en termes de capacité électrique aussi sur votre parking. Notamment, quand vous voulez offrir de la recharge pour les salariés, notamment, vous savez que leur véhicule, il va rester sur le parking toute la journée. Il n'y a aucun moment besoin de mettre des bornes à 11 ou 22 kW. On peut passer sur de la 7,4 ou à la rigueur de la 3,7 kW. Sachant qu'au moins, il y a un service de recharge qui est disponible. Vous limitez quand même vos frais, vous maîtrisez vos coûts à ce niveau-là. Et surtout au niveau de votre raccordement, votre puissance sur le parking, vous restez dans les clous. Donc voilà. Là, par exemple, sur une recharge à 3,7 kWh, sur des véhicules type Renault Zoé avec une batterie de 50-60 kW, on va être sur une recharge complète en 13 heures. On se dit c'est beaucoup 13 heures. Mais au final, déjà 13 heures, il faut que votre batterie soit vide. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez roulé au moins 200, 250, 300 km dans la journée, ce qui arrive assez rarement. Et surtout aussi, au final, vous avez le temps. Si on regarde bien, on arrive chez soi à 19h, je me branche, je repars le matin à 8h. Les 13 heures, elles sont passées. Donc, sur ces recharges lentes, sur ces recharges à domicile, privilégier quand même des solutions de recharge lente pour rester quand même en cohérence avec les besoins. C'est toujours ça, de toute façon, le véhicule électrique, c'est d'abord on regarde et on analyse ses besoins, et ensuite on peut passer à une décision d'achat plus éclairée, que ce soit au niveau du véhicule, mais aussi au niveau du choix de la solution de recharge.
Aujourd'hui, en France, fin 2023, on comptait plus de 118 000 points de charge ouverts au public. Donc en Pays de la Loire, on est à peu près à 5 589 points de charge ouverts au public, sachant qu'en Europe, en France, on est quand même le deuxième pays européen le plus équipé en bornes de recharge, avec une moyenne de 13 véhicules par point de recharge. Notamment, ça aussi c'est un baromètre qu'on est en train de mettre en place au niveau de notre association concernant le parc de véhicules roulants à la maille Pays de la Loire notamment. Donc là, on peut le voir au niveau des véhicules électrifiés en Pays de la Loire, on est aujourd'hui à quasiment 80 000 véhicules, quand en 2021 on était seulement à 37 000. Donc vous voyez quand même qu'il y a aussi une augmentation constante en termes d'immatriculation. Et puis pareil, au niveau des points de charge, on n'est pas exactement sur les mêmes données entre les données Enedis et les données de la Vert France pour le coup. Ça, je ne saurais pas trop vous l'expliquer, mais voilà, en termes de points de charge confondus, hein, points de charge pour les particuliers, points de charge en entreprise, on est sur le territoire à quasi 85 000 points de charge à peu près. Et effectivement, les bornes publiques, ça représente seulement 7% des bornes qui sont installées sur le territoire. Le reste, c'est les particuliers, effectivement, et les sociétés, parce que les bornes ouvertes au public, elles sont là pour répondre à un usage. Notamment, là, on va avoir de la recharge à destination quand vous arrivez soit à votre rendez-vous, hein, dans une entreprise ou dans un lieu d'intérêt pour aller faire vos courses, tout simplement. Vous savez que vous allez passer 1 heure, 2 heures, vous allez voir de la recharge sur ces endroits-là. Vous avez de la recharge du coup d'itinérance quand vous faites des longs trajets pour pouvoir faire des arrêts rapides et faire une petite pause voilà, de 15-20 minutes et recharger sur des bornes ultra rapides. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a de la recharge à domicile ou en entreprise. Au niveau de l'électrification des bus recharge, il y a effectivement aujourd'hui une offre de bus. Hein. Il y a beaucoup de métropoles qui ont commandé beaucoup de bus électriques. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, en termes de batterie, en termes d'autonomie, ils sont capables d'assurer les tournées sur la journée. Il y a des stations de recharge qui se montent aussi, notamment pour les bus de recharge. Hein. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour pouvoir avoir des bus de recharge 100% électriques, sachant que c'est important aussi. Voilà, il n'y a pas que l'électrique, il y a aussi du bio-GNV. Sur le bio-GNV, on est à peu près à 80% d'émissions en moins par rapport à du thermique. Donc avec un carburant plutôt vert. Notamment, là aujourd'hui, peut-être que vous verrez Transdev, mais Transdev travaille notamment en Centre-Val de Loire sur du rétrofit d'autocars cette fois. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre européenne d'autocars électriques. Donc c'est ceux qui font du périurbain, hein, ce sont les bus avec les sièges et les ceintures de sécurité pour le transport scolaire notamment. Et c'est pareil, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lignes de bus, que ce soit pour du transport scolaire ou même pour du périurbain, qui aujourd'hui peuvent être faites en électrique parce qu'on a l'autonomie suffisante et les solutions de recharge qui permettent d'assurer un service en continu et satisfaisant sur ces trajets. Donc voilà, bon, je l'ai dit, mais il y a pas mal de métropoles sur lesquelles ça se met en place. Je sais qu'au Mans, d'ici 2030, on sera en 100% électrique bio-GNV sur les bus. Laval aussi notamment, puis il y a d'autres villes aussi sur la région. Je voulais aussi vous parler du pilotage énergétique de la recharge. Ça, c'est une chose importante aussi, puisque aujourd'hui, quasiment l'intégralité des bornes sont pilotables. Donc pilotable, c'est la possibilité soit de décaler sa recharge tout simplement en dehors des heures de pointe pour qu'on peut pouvoir se charger en heure creuse, en heure pleine notamment, et ça effectivement c'est un intérêt déjà économique au niveau de la facture à la fin de l'année quand même on peut le ressentir, ou sinon pour les flottes de véhicules le pilotage peut permettre aussi une puissance électrique mutualisée. C'est-à-dire que selon les besoins de votre flotte de véhicules, notamment, on va pouvoir choisir de baisser ou monter la puissance de recharge selon les besoins. Par exemple, sur une borne de recharge, vous allez avoir 2 points de charge. Typiquement, vous avez 2 véhicules de service. Il y en a un qui doit repartir dans l'après-midi, l'autre qui n'a pas été réservé forcément. Eh bien, la borne, avec des systèmes de supervision de flotte notamment, va choisir directement de mettre un peu plus de puissance sur une voiture ou sur une autre. Ou sinon, voilà, c'est aussi la possibilité de maîtriser son coût, pareil en raccordement, parce qu'il y a un vrai intérêt aussi. Ça monte vite, hein, généralement, quand on demande plus de puissance côté Enedis, ça permet d'avoir plusieurs points de charge avec une puissance un peu plus faible. Mais derrière, au niveau du coffret, on arrive à pas dépasser trop, en tout cas, la puissance pour laquelle on a été installé. Je voulais parler aussi de la technologie Plug and Charge, peut-être que vous la connaissez, qui est en train d'arriver
Aujourd'hui, ça se fait déjà sur les Tesla, hein, notamment sur le réseau de bornes Tesla, où effectivement, il y a le simple geste de se brancher vous permet de directement régler en fait votre recharge. C'est un peu comme le téléphone aujourd'hui, hein, ça fait un petit peu peur parfois cette info en se disant on va mettre des informations bancaires dans sa voiture, mais au final c'est ce qu'on fait déjà avec les téléphones. Il y a 10-15 ans, même il y a 20 ans, on n'aurait pas du tout imaginé mettre ces informations bancaires dans son téléphone. C'est un peu plus, c'est pareil ici, et ça permet justement de plus avoir toutes ces cartes de recharge et d'avoir un geste au final facile, de recevoir la facture à la fin du mois, notamment quand on a un abonnement, et ça permet d'avoir en tout cas une expérience facilitée sur la recharge. Donc la dernière partie en tout cas de la présentation sur les ressources et les aides mises à disposition des collectivités et des entreprises. On verra que pour les entreprises, il y a effectivement beaucoup d'avantages fiscaux à passer à l'électrique et pas mal de primes, malgré la fin du bonus écologique, vous avez sans doute pu le voir. Mais sur des véhicules de société, aujourd'hui en entreprise, déjà les véhicules électriques de tourisme, ils bénéficient d'un plafond plus élevé pour l'amortissement. Donc on va être à 30 000 euros contre 9 000 euros pour les thermiques. À savoir aussi que la batterie est considérée comme un bien d'équipement, donc elle est amortissable aussi, notamment. Il y a une exonération aussi sur l'ex-TVS, l'ex-TVS qui a été remplacé par deux nouvelles taxes, la taxe sur les émissions de gaz et sur l'année de mise en circulation. Et selon les types de véhicules, on se rend compte que c'est souvent plusieurs centaines d'euros sur l'année, rien que sur ces taxes-là. Donc déjà, avec un véhicule électrique, on est exonéré à 100% de tout ça. On peut récupérer la TVA sur l'électricité à 100% contre 80% pour le diesel notamment, et puis des exonérations totales aussi sur les certificats d'immatriculation en Pays de la Loire, en Bretagne, et une exonération sur le malus au poids. C'est aussi intéressant quand on pense à acquérir des véhicules utilitaires notamment. Concernant le bonus écologique pour les entreprises, donc il a disparu pour les véhicules légers depuis février 2024. Il est toujours là sur les véhicules utilitaires avec une aide plafonnée à 3 000 euros dans la limite de 40% du coût d'acquisition. On a toujours une prime à la conversion, donc c'est contre la mise au rebut à la case d'un véhicule thermique vieillissant, la possibilité d'avoir une prime. Donc là, sur les véhicules légers, jusqu'à 1 500 euros. Et sur les véhicules utilitaires, selon la catégorie de poids, on peut monter jusqu'à 8 000 euros de prime à la conversion. Donc ça, lorsque vous mettez au rebut un ancien véhicule thermique, pour le coup, pour passer à de l'électrique. Ensuite, des recommandations aussi pour passer sa flotte à l'électrique sereinement, on va dire. Déjà, il faut penser à l'ensemble de ses besoins. Ma flotte de service, combien de kilomètres font mes collaborateurs, quel type de véhicule sera le plus adapté à leur déplacement, est-ce qu'ils ont besoin de se recharger rapidement en milieu de journée, donc privilégier des véhicules avec des capacités de recharge plus élevées, notamment en courant continu. Aussi, anticiper aussi vos besoins à 2, 5 ans et au-delà. Lorsque vous savez que vous commencez à vous équiper, on va mettre une borne, 2 bornes. C'est se poser la question de se dire, dans 10, 15 ans, mon entreprise, au final, est-ce qu'elle sera 100% électrique? Donc ça, au niveau de la configuration, de l'installation, est-ce qu'il faut faire une réservation de puissance, notamment sur votre parking, pour pouvoir, si dans 10 ans, en tout cas, j'ai 10-15 bornes de plus, pas devoir repasser par des travaux, par un nouveau raccordement, notamment. En 3, vérifier l'adéquation à vos usages métiers. Effectivement, les caractéristiques de vos sites, ça touche un peu ce que je vous ai dit juste avant. Privilégier des solutions de recharge pilotables en puissance, effectivement, avec des plateformes de supervision, des outils de gestion de flotte aussi qui vont prendre en compte l'intégralité des besoins de votre flotte. Bon, ça demande un peu plus de préparation, parfois de planification, mais c'est aussi un moyen justement d'apporter une réflexion pour optimiser son parc et ses tournées. Parfois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déplacements parasites et passer à l'électrique, c'est réfléchir sur ses besoins en flotte et même si on ne passe pas 100% à l'électrique, au final, on va pouvoir réfléchir à l'optimisation de ses tournées, de son parc, notamment. Et surtout, une chose aussi qu'on a tendance à oublier ou à sous-estimer, c'est l'implication impliquer et accompagner ses salariés dans le changement. Parce que parfois, il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu mettre de l'électrique pour mettre de l'électrique. Et au final,
voilà, avec des utilisateurs, des collaborateurs qui n'ont pas été forcément formés aux nouveaux usages, à l'éco-conduite notamment. Parfois, il y a même des levées de boucliers parce qu'on n'a jamais roulé en automatique. Et ouais, rouler en automatique, parfois, ça peut faire peur, hein. C'est des choses que j'ai déjà entendues sur des grosses entreprises. Et effectivement, il faut les accompagner, montrer comment marche la recharge, montrer qu'en termes d'autonomie et en termes de maillage de bornes, on a largement de quoi faire des déplacements sur le territoire de façon sereine. Et ça, c'est clair que si on n'implique pas ses salariés, généralement, les projets d'électrification vont droit dans le mur parce qu'on se retrouve avec des véhicules qui sont sous-utilisés. Dès qu'ils auront le choix entre du thermique et de l'électrique, ils vont forcément aller vers ce qu'ils connaissent et vers le thermique. Au niveau de l'Aver France, puisqu'on est une association régionale affiliée à l'Aver France, il y a des guides sur comment électrifier sa flotte de véhicules où vous allez avoir effectivement toute la méthodologie, les types d'aides notamment. Donc je vous invite sur le site de l'Aver à aller consulter ce guide. Il y a aussi les particuliers, au final, parce qu'il y a beaucoup de choses pour les entreprises, mais il y a encore aussi beaucoup de choses pour les particuliers. Au niveau de la mobilité électrique, bonus écologique qui est toujours présent. Il a baissé, il est passé de 5 000 à 4 000 euros, mais selon le revenu fiscal de référence, un peu à l'image du leasing social, on peut encore avoir un bonus écologique qui va jusqu'à 7 000 euros. Sur les camionnettes, pareil, un bonus écologique qui va jusqu'à 5 000 euros dans la limite de 40% du coût d'acquisition, notamment. Prime à la conversion, pareil. 5 000 euros pour les particuliers, plus 1 000 euros si on se trouve dans une ZFE. Et là, pareil, sur les véhicules utilitaires légers, ça va être le même principe que pour les entreprises, jusqu'à 9 000 euros de prime sur ces véhicules-là. Concernant les primes pour les bornes de recharge, parce que vous savez, moi je représente aussi le programme Advenir Formation, mais il y a le programme Advenir Infrastructure qui, lui, a été poussé jusqu'en 2027, qui octroie des primes pour l'installation de bornes de recharge. Il y avait jusqu'à juin 2023 encore beaucoup de primes pour les entreprises, pour l'installation de bornes à destination des salariés notamment. Elles ont disparu. Plus ça va, vous voyez, plus on avance et moins il y a d'aides et moins il y a de primes. Mais aujourd'hui, en tout cas déjà pour les primes Advenir en voirie, donc c'est l'ensemble des projets dont le foncier est détenu par une personne publique ou pouvant s'insérer dans un service public de stationnement, on a encore des primes qui peuvent aller jusqu'à 9 000 euros notamment. Donc ça, c'est pour les collectivités. Au niveau des entreprises, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il va rester les primes pour c'est vrai que je l'ai pas mis, voilà, pour les flottes de poids lourds aujourd'hui. Donc si on a un projet de verdissement de flotte de poids lourds avec l'installation de bornes de recharge pour les poids lourds, on a aujourd'hui des primes qui peuvent aller jusqu'à 15 000 euros hors taxe selon effectivement le type de borne qu'on va installer et la puissance qui va être installée sur votre parc. Pour les particuliers, aussi, c'est bon de le savoir, même si on est sur un salon professionnel, il y a encore beaucoup de dispositifs, surtout en habitat collectif. On a aujourd'hui, pour chaque personne qui souhaite installer une borne dans son parking en habitat collectif, une prime Advenir qui monte jusqu'à 600 euros hors taxe. Et ensuite, je vais vous expliquer juste après ce que c'est, mais on a aussi des primes sur une infrastructure collective aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour équiper les logements collectifs, on met en place des infrastructures collectives. Une infrastructure collective, c'est une infrastructure qui est dédiée uniquement à la recharge des véhicules électriques dans les parkings. Donc ça va être un point de livraison dédié, un compteur dédié pour la recharge des parkings, et ça va pouvoir permettre d'équiper l'intégralité du parking, tant sur les besoins actuels, mais aussi sur les besoins futurs, puisqu'il y aura aussi une réservation de puissance en fonction effectivement des places de parking. Donc ça, on a une prime qui peut aller jusqu'à 8 000 euros sur les parkings jusqu'à 100 places et augmenter de 75 euros par place supplémentaire au-delà de 100 places de parking. On a aussi une aide sur le terrassement, parce que souvent aussi il y a des parkings aériens, et dès qu'il y a du terrassement, ça me chiffre assez vite au niveau des travaux. Donc on a une aide quand même de 3 000 euros hors taxe aussi sur ce terrassement. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut préfinancer les infrastructures collectives en habitat collectif. C'est-à-dire que vous allez avoir des opérateurs privés qui vont prendre l'entièreté de l'investissement et permettre d'installer sans frais pour la copropriété une infrastructure collective. Et là, à ce moment-là, chaque résident qui souhaite se raccorder va payer un droit de connexion et une quote-part au final sur la valeur
totale de l'infrastructure collective pour pouvoir se brancher. Donc vous avez l'offre Logivolt qui a une dizaine d'opérateurs référencés et c'est la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts qui va préfinancer cette installation notamment. Et vous avez aujourd'hui effectivement la solution dite publique, la solution d'Enedis, le réseau électrique auto, où Enedis au final va venir étendre le réseau public de distribution jusqu'à votre parking et la possibilité du coup de pouvoir disposer de son propre compteur électrique sur sa place de parking. C'est Enedis qui va préfinancer effectivement l'entièreté de l'infrastructure. Et là, c'est pareil. Lorsque vous allez avoir un habitant, un utilisateur qui va vouloir se raccorder, il va payer aussi une quote-part. Une quote-part des valeurs qui ont été fixées par décret. Donc, selon le type d'infrastructure, entre 410 € et 2038 € hors taxe, ça ne sera jamais plus, jamais moins. Et surtout, Enedis assurera l'entretien et la maintenance de l'infrastructure collective ad vitam aeternam. Ça aussi, c'est bon de savoir. Et surtout, dès le moment où vous avez votre compteur sur votre propre place de parking, vous avez la liberté de choisir votre propre fournisseur d'électricité, votre propre aussi modèle de borne, ce qui n'est pas le cas avec les opérateurs privés. Parce que les opérateurs privés, ils vont signer des conventions sur 5, 10, 15 ans avec la copro. Et c'est-à-dire que dès que vous allez vouloir vous raccorder, il faut passer par l'opérateur privé, donc vous allez payer déjà un abonnement, plus des consommations, et aussi l'obligation d'acheter la borne aussi sur cet opérateur privé. Donc je trouvais ça intéressant aussi, même au niveau du particulier, de mettre un peu d'emphase sur ce qu'il y avait de disponible aujourd'hui. Là, il faut savoir que c'est en France à peu près 7 millions de places à électrifier sur le logement collectif. Aujourd'hui, on est à peu près à 3%, et je me déplace beaucoup dans les salons aussi de copro notamment, et tout le monde cherche à installer aujourd'hui des places parce qu'il y a des aides, et c'est des aides qui sont aussi amenées à disparaître dans le temps aussi. Sachant qu'il y a aussi des obligations sur tous les parkings neufs à usage d'habitation où on va avoir du prééquipement. Prééquipement, c'est pas l'infrastructure collective, c'est juste l'installation de fourreaux, de chemins de câbles pour que derrière on puisse installer directement, facilement une infrastructure collective. Enfin, pour terminer, qu'est-ce qui reste aussi? Il y a le crédit d'impôt au niveau des particuliers. Si vous installez une borne ou une prise renforcée, vous allez avoir 500 € de crédit d'impôt sur toutes les dépenses liées à l'installation, et profiter aussi d'un taux de TVA préférentiel à 5,5% sur l'ensemble des dépenses liées à l'installation d'une borne. Ça, on parle bien pour les particuliers. Et j'en ai terminé, en tout cas pour cette formation. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être, dans la salle. On a essayé de parler en tout cas des collectivités, des entreprises, des particuliers. Donc j'ai essayé d'être assez complet. Et si vous avez des questions, et sinon, je souhaite à tous en tout cas une bonne journée. On a juste après la table ronde sur les mobilités électriques, justement, juste après. Donc voilà. Merci.